Bon, attends le feu vert de l'ingénieur son image et... Ok, alors bah là je commence par, j'ai mis juste pour commencer la petite vidéo qui a été faite dimanche dernier. Donc il était, c'était 22h44, un truc comme ça. Et parce que vendredi, la semaine dernière, il y a eu un nouveau lancement de Starlink. Donc 48 heures après, ben, on les a vus passer. Donc vous reconnaîtrez éventuellement la Arcturus, la constellation du Bouvier. Là, on a la tête du serpent. Ophiuchus par là. Et donc le petit train de satellite qui vient d'être lancé. Et comme je disais au passage, si on regarde, il y en a d'autres qui se baladent. Il y en a un autre satellite là, un autre là. Et puis bon, voilà. Donc ces deux autres satellites, c'était pas prévu. Bon, le train de satellite était prévu. Mais... Voilà. Donc pour commencer la présentation sur alors. Le sujet au début était un petit peu tronqué. Astronomie ou Internet, il faut choisir, c'est astronomie ou Internet par satellite. Mais bon. Voilà, et qu'on pourrait sous-titrer entre les vraies et les fausses constellations. Donc je vais parler surtout, donc en gros, la pollution par les constellations, qu'on pourrait renommer consternation de satellites, parce que ce ne sont pas des vraies constellations. Donc ça, c'était une vue qui a été faite il y a... Ah bah, c'était même avant le confinement, c'était... je sais plus quand c'était, peut-être en 2019, non pas 2019, début 2020, je crois. Donc à ce moment-là, où les satellites étaient vraiment tout ce qu'il y avait de pire point de vue configuration pour être aussi brillant. Donc là, qu'est-ce qu'on doit reconnaître aussi bon, c'est les constellations, il y a le dauphin là, vous voyez. Constellation du dauphin ici, puis bon, bah, les satellites qui sont plus brillants que toutes les étoiles du dauphin. Surtout à penser que là, en plus, c'est une pause de 2-3 minutes. Donc, pas 2-3 minutes, non, c'est une dizaine de secondes, je crois. Donc, ils sont traînés. Donc, en fait, la question de savoir, c'est est-ce qu'on est encore vraiment intéressé pour regarder le ciel ou pas, au détriment donc ou préférer, je dirais, avoir Internet partout au détriment de la qualité du ciel. Alors, pour illustrer ça, j'ai mis d'un côté une image qui est parue à la Pod récemment. Donc, je sais pas, vous arriverez peut-être à reconnaître ce que c'est. Donc, oui, tu reconnais, Jean-Pierre? Tu dis? Bon, c'est Dental du Cygne, mais il n'y a plus aucune étoile. Donc, il a enlevé tout. Donc, ça ressemble pas tout à fait à la réalité malgré tout. Donc, évidemment, si on enlève les étoiles, on peut enlever tout le reste. Et puis, à l'inverse, là, donc c'est un amateur, il a fait une photo de M16. Et voilà ce que ça donne après. Donc, je sais plus combien il a fait une dizaine de poses de 30 secondes. Et quasiment sur chaque pose, on a une traînée satellite. Donc, la réalité, c'est ça. Et ça, c'est le virtuel, j'ai envie de dire. Donc, est-ce qu'on veut avoir une antenne pour avoir Internet partout et tant pis pour la qualité du ciel. Voilà, c'est un petit peu, voilà, il faut choisir, savoir ce qu'on veut. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'il en est, de mise à jour des constellations de satellites. Voilà. Donc, le projet en cours le plus actif, donc c'est le projet Starlink de SpaceX. Alors en fait, donc ça a commencé en 2019 avec un premier lancement de 60 satellites qui fait un peu moins de 260 kg, donc en mai 2019. Maintenant, on est passé à une seconde génération, si on veut. Donc la première génération, c'était en gros 1700 satellites sur une orbite inclinée à 53 degrés. Ça veut dire qu'ils passent au-dessus de l'altitude comprise entre plus ou moins 53 degrés à 550 km d'altitude. Donc l'objectif, c'était 1784. Ils ont lancé 1727. On a 1485 en opération. Ils gèrent ça comme ils veulent. La deuxième phase dans laquelle on est entré, c'est les satellites de deuxième génération qui font 295 kg, un petit peu plus lourds. Ils ont des communications laser entre satellites. Donc ils sont plutôt lancés par grappe de 53 ou de 60, voire 47 dans certains cas. Et donc, bon là, il y a une deuxième série donc à 540 km d'altitude. Donc là, j'ai mis 1021 lancés. Alors ça, c'est les chiffres au 20 juillet. Il y a eu un lancement, dont je vous parlais du 22 juillet, qu'il faut rajouter, puis il y en avait 47, et puis il était prévu un autre lancement fin juillet, un autre dans les jours qui viennent, je ne sais pas ce qu'il en est. Moi, je fais sans internet depuis 10 jours, mais on profite d'un ciel magnifique. Donc voilà, le projet, donc voilà, c'est donc sur une orbite inclinée à 53,2 degrés, donc
quelques-uns inclinés à 90 degrés, donc ils passent au-dessus des pôles. Là, c'est pour donner Internet aux ours polaires en Arctique ou aux manchots en Terre Adélie, pour plaisanter. Il y avait 59 de lancés donc, au 20 juillet, donc il y en a une cinquantaine de plus, donc on a plus de 100 satellites. Et puis, une orbite intermédiaire inclinée à 70 degrés, il y a eu un lancement. Et alors tout ça, ces lancements-là, en fait, j'ai mis jusqu'en mars 2027, ça veut dire l'objectif, ouais, je sais plus. Donc cette première phase, l'échéance, donc ils doivent tout lancer tout ça en mars 2027. Ensuite, il y a une nouvelle opération de satellite à plus basse altitude, donc novembre 2027. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ils ont eu l'accord. Alors, quand ils lancent des satellites, il faut avoir l'accord d'utiliser un domaine de fréquence pour communiquer. Après ça, qu'ils en lancent 100 000 ou 1, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réglementation, quoi. Et la seule restriction qu'ils ont, c'est que quand on leur octroie des fréquences pour communiquer tout ça, il faut qu'ils remplissent leur demande. C'est-à-dire que je crois que en ce qui concerne ça, donc c'est à l'échéance de 2027, ils doivent avoir, non, c'est 2026, ouais, je sais plus exactement les chiffres, mais peut-être que j'ai marqué plus loin. À l'échéance, je crois que de mars 2026, ils doivent avoir au moins rempli la moitié des orbites. C'est-à-dire que pour un total de 11 926 satellites, donc d'ici 2026-2027, ils doivent en avoir au moins 6 000 en orbite. Sinon, ils perdent l'octroiement des licences, quoi. Alors, où est-ce qu'on en est? Donc, actuellement, alors au 20 juillet, on était à 2858. Maintenant, donc, on est passé à plus de 2900 satellites lancés. Mais il y en a environ 300 qui sont retombés. Alors, en fait, il y en a 289 qui étaient retombés. Il y en a 11 qui sont en train de retomber hors service. Donc, ça en fait, en gros, 2600 opérationnels. Il y a un an, c'était 1490. Donc, il y en a 1100 de plus. 1000 de plus par an. L'autre constellation plus ou moins opérationnelle, c'était OneWeb. Alors eux, c'est des plus petits satellites. Donc on verra, ils sont moins brillants. À plus haute altitude, ils sont à 1200 km d'altitude, en orbite quasi polaire, donc à 87,4 degrés. L'objectif, c'est d'en avoir 648. Il y en avait 428 lancés, donc 425 opérationnels. Et comme vous savez, à cause de la guerre en Ukraine, maintenant, comme ils utilisaient des Soyuz pour les lancer, c'est niette. Et justement, il y avait un lancement qui était prévu, je sais plus, 3 ou 4 jours après le début de la guerre en Ukraine, et la fusée était quasiment sur le pas de tir. Maintenant, je sais pas, c'est dans un hangar. Enfin, bon. Donc c'est en suspens. Donc ils cherchent à lancer les 200 et quelques qui leur manquent, éventuellement avec d'autres fusées, peut-être des Falcon 9. Ils vont demander aux concurrents de leur lancer leurs satellites. Et puis il y a d'autres projets. Un projet qui fait beaucoup parler, c'est celui d'Amazon, évidemment, Kuiper, Jeff Bezos, le concurrent d'Elon Musk. Donc voilà, il y a un projet donc, de 3236 satellites avec toujours à peu près autour de 600 km d'altitude. Il a même déjà pré-réservé un peu ses lanceurs. Donc 9 fusées Atlas 5 qui existent. Et tous les autres lanceurs, c'est des lanceurs qui n'existent pas encore. Donc comme je disais, donc là, 2027, c'était pour les Starlink, et lui pour ses Kuiper. Donc lui, il a obtenu sa bande Ka pour lancer sa constellation, qui veut opérationnelle à 2029, mais ça veut dire que la moitié doit être lancée avant mi-2026. Donc en gros, il a 4 ans pour lancer 1600 satellites avec 3 lanceurs qui n'existent pas encore. Bon, pour nous, c'est peut-être une bonne chose, mais bon. Donc alors. Évidemment, Ariane est très contente d'avoir prévendu 18 Ariane 6 pour lancer ces satellites-là. Après ça, donc Jeff Bezos a sa propre fusée, la New Glenn, elle a encore jamais volé. Pour l'instant, il a juste sa New Shepard qui fait à 100 km d'altitude avec 4 ou 5 ou 6, si on peut appeler ça des astronautes, pour 5 minutes d'apesanteur. Donc voilà, bon, ça reste encore un projet pour l'instant bien avancé, mais on les a pas encore vus décoller. Et puis alors les Chinois, il faut la chose de leur côté. Eux, à la limite, en plus l'octroiement en général des bandes de fréquences, ça se passe au niveau national. Il y a un institut national qui attribue les fréquences. Après ça, il y a des accords internationaux, mais c'est-à-dire que chacun fait après ça avec la Chine. Eux, ils se débrouillent, ils font un peu ce qu'ils veulent de leur côté.
Donc, ils ont un projet d'avoir 13 000 satellites à peu près dans le même domaine d'orbite. Donc là, je ne sais plus s'ils ont peut-être déjà commencé à en lancer. Puis les projets, ça change. Bon, on ne sait jamais exactement ce qu'ils font. Donc là, les Starlink, à quoi ça ressemble. Donc la fusée Falcon, les 50 et quelques satellites empilés les uns sur les autres. Et quand ils se déploient, bah, en gros, il y a une base qui fait 5 mètres carrés, 3 mètres par 1 mètre 50 à peu près, sur laquelle il y a les antennes de communication. Bon, ils ont rajouté des écrans aussi pour les rendre moins brillants, mais bon, on verra que sur la dernière génération, ça a un petit peu changé. Il y a des propulseurs ioniques aussi, là. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont lancés à 300 km d'altitude environ. Et par propulsion ionique, en utilisant donc l'énergie électrique, ils vont pouvoir monter à 550 km. Et donc pour ça, bah, il faut un grand panneau solaire qui fait 30 mètres carrés, qui alimente le satellite, autant pour donc la propulsion et aussi pour communiquer vers le sol, évidemment. Et alors là, ça vient de leur site web, hein. Une présentation, enfin site web ou présentation de SpaceX. Donc là, c'était donc au mois de mai, donc 2400 satellites lancés, maintenant on en est à 3000. Ils annonçaient 250 000 clients. Je crois qu'actuellement on est plutôt à 400 000 clients, malgré tout. Après ça, bon, tout ça c'est le marché, tout ça. Bon, ensuite, bon, là, 150 mégabits, donc ça fait 0,15 gigabits par seconde. Moi, je m'amuse à comparer, hein, quand vous avez la fibre. Alors, évidemment, la fibre, il n'y a pas à la station, mais la fibre, on part plutôt de dizaines à centaines de gigabits par seconde. Donc, est-ce que ça vaut le coup de payer 600 € de station de réception plus 110 €, enfin, c'est 99 € par mois ou 110 $. Je vais peut-être tromper d'ailleurs. Enfin bon, c'est-à-dire payer beaucoup plus cher pour avoir un Internet de moins bonne qualité. Alors évidemment, ça va s'adresser à ceux qui sont au fin fond de la Sibérie, sur lesquels on n'a pas pu tirer une fibre, mais moi, ce que je pense, c'est que bon, il a 400 000 clients. Si il faut 50 lancements, 40 millions de dollars le tir, plus je sais pas combien de millions par satellite, je sais pas si ça sera viable à long terme. Bon, je suis pas un spécialiste du commerce, mais bon. Et puis évidemment, hein, quand on veut plus de débit, bah, il faut tout de suite multiplier par 5 le prix. Hein, ça. Voilà, enfin, ce que revendique en gros SpaceX, enfin Starlink. OneWeb, bah, vous disiez, c'est le lancement sur la fusée Soyuz. Alors là, c'est par série de 30. Donc, vous voyez, là c'est pas des satellites plats qui se déploient, c'est des cubes avec deux petits panneaux solaires de 1 mètre carré de chaque côté. Et ils sont plus hauts en altitude, donc à dire vrai, eux sont moins gênants pour les observations. Un peu moins gênants, mais on verra que ça peut être gênant. Parce que voilà, donc les satellites vont se répartir sur différents types d'orbites, si on veut. On a ce qu'on appelle en anglais LEO, le Low Earth Orbit. Je me suis amusé à couper en 3, mais en gros, c'est tout ce qui est en dessous de 2000 km. C'est grossièrement les orbites sur lesquelles on va pouvoir désorbiter le satellite en fin de vie et le faire brûler dans l'atmosphère de la Terre. Évidemment, au-delà, quand on est en orbite géostationnaire, là, les satellites là-bas, ils y sont pour ad vitam aeternam. Mais de toute manière, à partir de 5000 km, la durée de vie, elle se mesure enfin, au-delà de 5000 km, un satellite, il va rester là indéfiniment, hein, sauf si on le désorbite. Hein. Donc 200-300 km, bon là c'est vraiment l'orbite basse, c'est parfois l'orbite à laquelle il largue les satellites, mais à condition d'allumer les moteurs suffisamment tôt pour les monter, et qu'il n'y ait pas d'éruption solaire qui perturbe un petit peu le freinage atmosphérique. Parce qu'au mois d'avril dernier, ils ont été un petit peu gourmands, Starlink, ils ont envoyé donc une série de satellites, je ne sais plus s'il y en avait 55-60, ils ont mis un peu, enfin, comme certains tirs précédents, ils n'ont pas mis très haut en altitude, parce que ça permet d'économiser du carburant au lancement. Mais il y avait une tempête solaire, l'atmosphère terrestre exerçait un peu plus de frottement sur les satellites. Et sur la soixantaine qui a été lancée, il y en a les 48, je crois, qui sont retombés 3 jours après parce qu'ils ont brûlé l'atmosphère. C'est-à-dire qu'ils ont pas. Alors, il y en a une dizaine qu'ils ont quand même réussi à monter suffisamment haut pour que le freinage atmosphérique les fasse pas retomber l'atmosphère. Mais donc il y en a les autres, ils étaient trop bas. Et en fait, le freinage les a fait retomber plus vite qu'ils n'auraient pu les monter. Est-ce qu'ils ont aussi mal manœuvré? Parce que, évidemment, quand on commence à avoir 3000 satellites, bah, il faut les... Je sais pas s'ils ont 3000 personnes derrière pour s'occuper de chacun des satellites, mais... Donc voilà, donc, d'un autre côté, tout ce qui a 300 km d'altitude, je dirais, au bout d'un mois, on n'en parle plus. Après ça, il y a les orbites 450 à 600 km d'altitude.
Donc ça, c'est l'orbite qui va être la plus utilisée. Non seulement c'est déjà utilisé par les stations spatiales comme l'ISS. Alors l'ISS est à 410 km d'altitude, la station chinoise est à 440, Hubble il est à peu près à 550 km d'altitude, puis il y a plein d'autres satellites scientifiques. Évidemment, après ça, tous les satellites évidemment de ces constellations, ils vont les mettre là. Alors évidemment, l'intérêt par rapport aux satellites géostationnaires qui nous permettent d'avoir la télé et tout ça, c'est que plus ils sont bas, plus ils sont proches de nous, plus ça permet d'avoir un débit élevé et puis une latence faible. Parce qu'évidemment, il faut que les signaux montent et descendent, ils ont des kilomètres à faire. Et la durée de vie dans ces zones-là, c'est de 10 à 30 ans. C'est-à-dire que le peu d'atmosphère qui reste va quand même faire que, bon, un satellite qu'on laisse traîner là-bas, au bout de quelques décennies, il va finir par redescendre et brûler l'atmosphère. Ça dépend beaucoup de la forme des satellites. Et puis au-dessus, on a les zones 800 à 2000 km d'altitude. Alors là, la durée de vie commence à être très longue, il y a peu de freinage. Les OneWeb ou certains satellites chinois, ils visent autour de 1200 km d'altitude. L'inconvénient pour nous, c'est que bon, ils seront moins brillants, mais ils vont défiler plus lentement. Donc on verra plus tard que c'est pas forcément mieux. Et pour ajouter un mot par rapport à ce que je dirais après, c'est qu'à 800 km d'altitude, c'était une altitude qui a pas mal été utilisée, par exemple les satellites d'observation de la Terre comme Spot et tout ça. Mais actuellement, la quantité de satellites qui a été lancée à cette altitude-là est telle que, avec les collisions, que maintenant c'est une orbite qui est quasiment inutilisable. C'est-à-dire que le nombre d'objets en orbite à 800 km d'altitude actuellement croît sans qu'on lance de satellite. Rien que les débris de satellites et les collisions en chaîne, tout ça, font qu'on est rentré dans ce qu'on appelle le syndrome de Kessler à cette altitude-là. C'est-à-dire que le nombre, les collisions, tout ça, ça s'entretient, ça augmente le nombre d'objets en permanence. Donc on ne lance plus de satellites à 800 km d'altitude. Parce que le risque est trop élevé pour qu'ils soient détruits par des collisions. Et ça nous pend au nez pour les altitudes plus basses, quoi. Alors, les chiffres, donc, actuellement, donc là, 11 juillet, donc ça c'est les chiffres recensés par l'agence spatiale. On a 8580 satellites en orbite, ce sont quasiment 1000 de plus qu'il y a un an. La plupart, c'est des Starlink, justement. Dans les satellites opérationnels, bon, on est à peu près 6000 contre 4700. Alors évidemment, là-dedans, il y en a qui sont tombés en panne, il y en a qui ont été renouvelés, pour ça que les chiffres ne sont pas les mêmes. Et vous voyez, la proportion de Starlink, elle augmente, c'est-à-dire que quasiment, on arrive bientôt à un satellite sur deux opérationnel autour de la Terre qui est un Starlink. Et à la fin, donc c'est la masse totale en orbite, et le pourcentage, c'est le pourcentage depuis le début de l'ère spatiale. C'est-à-dire qu'actuellement, on a 7% de tout ce qui a été lancé en orbite autour de la Terre qui est encore en orbite, quoi. Et puis, alors évidemment, le problème, c'est tous les débris. Les débris qui font plus de 10 cm, on peut les repérer, les cataloguer, donc on connaît leur orbite, il y en a plus de 36 000. On ne suit pas tous. Par contre, ceux qui sont entre 1 et 10 cm, ils sont trop petits pour être suivis. Ils commencent à être nombreux, mais ils sont suffisamment gros pour détruire ou au moins sérieusement endommager des satellites. Donc c'est ces débris-là qui vont faire que, à certaines altitudes, alors, dans les satellites, il y a aussi des débris de fusée, des étages de fusée, etc. Donc ça fait des débris de plus en plus nombreux et moins en moins répertoriés. Il n'y a pas une limite, parce que si un débris choque un satellite, ça fait plus de débris encore. Ah bah oui. Donc voilà, alors là c'était des destructions volontaires, mais des exemples qui ont lieu quand les Chinois sont amusés à taper sur un satellite avec une fusée, un missile. Le nombre, voilà, on a augmenté de 3000 le nombre d'objets recensés. Donc ça c'était, en gros, ça c'est ceux qui sont suffisamment gros pour être recensés. Une collision, là il y a une collision entre deux satellites, un satellite Iridium et un satellite russe. Hop, on a tout de suite 2000 débris en plus. Plus récemment, il y a un an, il y a les Russes qui sont vantés d'avoir réussi à détruire un satellite en orbite. Hop, tout de suite 2000 débris en plus. Et à côté de ça, il y a les constellations de satellites qui commencent à compter pour pas mal. Et bon, ça c'était en 2021, donc à remettre à jour, mais ça, on voit que les pentes sont pas dans le bon sens. Hein. Donc voilà, donc c'est ce que dit le syndrome de Kessler, c'est que c'est le moment où on atteint un seuil tel que la production de débris par collision est supérieure en gros, au phénomène de nettoyage par freinage atmosphérique et ça retombe
Donc c'est l'effet boule de neige après ça. Et bon, ça c'est, je sais plus, c'est un extrait du film Gravity. On n'en est pas tout à fait là, mais pas loin. Donc là c'est des projections et donc avec le nombre, la répartition donc de tous les débris. Donc en noir, donc après ça, bon, il y a les débris, les satellites utiles, etc. Donc on va retrouver avec des pics pour les. Alors ça c'est l'enveloppe globale. Vous voyez que le maximum, on est à peu près à 800 km d'altitude. Alors l'essentiel, vous voyez, c'est des débris. Donc il y a eu donc un pic d'utilisation là de charge utile, mais bon, maintenant on n'utilise plus beaucoup ça. Alors évidemment ici ça diminue parce qu'il y a le freinage atmosphérique et puis après ça parce que l'espace est plus grand puis on utilise moins. Donc voilà, les constellations OneWeb elle est là. Donc en violet c'est les autres projets comme les satellites chinois et puis donc voilà les Starlink. Donc l'orbite 550 km, on est là, on va approcher à une densité donc de 10-6. Et puis évidemment, il y a aussi les projets d'avoir des satellites à plus basse altitude. Il faut savoir que quand on est à 10-6, on va commencer à avoir une probabilité d'avoir une collision non négligeable. Alors la probabilité c'est 1,5, alors je ne sais plus si c'est par année ou par satellite, mais voilà, donc il y a un seuil là qui à un moment qui risque d'être critique. C'est-à-dire qu'on va lancer des satellites sachant qu'ils auront une probabilité non négligeable d'avoir une collision, quoi. Et puis après ça, c'est l'effet boule de neige. Alors en fait, donc il y a plein d'aspects au niveau du problème que ça pose. Donc en plus, voilà, la définition de la norme de Kessler, ça va même plus loin, c'est formation d'une ceinture de débris, voire des anneaux autour de la Terre suite à la collision en chaîne. Alors, les Starlink, actuellement et puis même dans les projets après ça, on est à 10% des satellites à désorbiter. Comme je vous donne les chiffres, en gros, il y a eu 3000 lancés, il y en a déjà 300 qui sont retombés, quoi. Alors, le problème, c'est que les désorbités, ils sont à 500 km d'altitude. Évidemment, il faut qu'ils descendent avant de brûler l'atmosphère. Donc, ils vont croiser l'ISS, le télescope spatial Hubble, la station chinoise. Dans certains cas, si c'est juste le système de transmission Internet qui est défaillant, mais le satellite est contrôlable, ils peuvent faire une descente contrôlée. Mais si c'est le système de propulsion qui est hors de contrôle ou le système d'attitude, bah là, ils vont descendre un petit peu de manière incontrôlée, quoi. Donc voilà, le risque évidemment, c'est qu'à terme, ça devient utilisable. Et puis, alors, donc en plus, bon, c'est ce que je mets après ça, c'est que la durée de vie opérationnelle des satellites, ça sera de l'ordre de 5 ans pour les Starlink. Donc quand on a 12 000 satellites qui seront lancés, ça veut dire que pour la maintenir, il faut en lancer 2400 par an. Et il y en a 2400 qui retombent. Donc on arrive à, je sais plus, calculer, quoi, c'est retomber 7 satellites par jour, 2 tonnes par jour qui retombent. Donc on en est, alors c'est moins que les météorites qui tombent sur Terre, mais ça commence à être tout à fait négligeable. Et puis quand ça fait des morceaux qui tombent sur Terre, ils sont plus gros, quoi. Et donc à la fin, bah, le risque, actuellement le risque est estimé que pour satellite, on a une chance sur 17 000 de toucher une personne. Tant qu'il y a moins de 17 000 satellites en orbite, ça en fait pas beaucoup, ça en fait voilà, une victime par décennie. Quand on va passer de 8 000 satellites à 80 000, ben, on risque de blesser une personne par année, quoi. À qui ça sera la responsabilité? Bon, jusqu'à présent, on a plus de risques en conduisant sa voiture d'avoir un accident que d'être touché par un satellite. Mais après ça, il y a un autre problème, c'est le problème de la pollution. Donc, alors d'une part, il y a les étages de fusées qu'on laisse retomber de manière un peu anarchique. Alors Starlink maintenant essaye de les désorbiter et les faire tomber proprement. Mais ben, les Chinois, entre autres, eux, ils sont pas trop préoccupés par savoir où retombe leur étage de fusée. Parfois sur des villages en Chine, bon bah ça reste chez eux, mais ensuite c'est dans ce qui reste dans les réservoirs, c'est pas toujours des liquides ou des gaz très bons à respirer, hein, donc c'est souvent des trucs très toxiques. Donc les risques parfois c'est des victimes par rapport à la pollution. Et puis il y a aussi tout l'autre problème, c'est que bah on parle aussi du réchauffement climatique, de la pollution atmosphérique, mais les satellites, les fusées, ils contribuent. Et si on doit passer à un lancement par semaine, à un lancement par jour, ben parce que pour entretenir tous ces satellites, ça commence à devenir non négligeable par rapport au trafic aérien. Et pour lancer 2400 Starlink, il faut combien de tirs?
Bah, actuellement, en gros, ils en lancent 50 par tir. Donc tu fais le calcul, ça fait 48. À 40 millions d'euros. Après ça c'est leur problème, le coût. Mais 48, donc ça en fait... 40 millions pour 400 000 utilisateurs. Oui. Et 48, donc ça en fait quoi? Ça en fait 4 par mois, ça en fait... T'en lances toutes les semaines, quoi. Donc, et ça c'est que les Starlink, parce qu'évidemment, ils font beaucoup d'autres lancements. Donc après, ça, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les pollutions, il y a des dépôts de suie, tout ça, assez haut dans l'atmosphère. Donc là, entre autres, bah, là, c'est la couche d'ozone qui va être concernée, mais aussi le dérèglement, c'est-à-dire que le pouvoir, enfin, réflecteur ou au contraire d'effet de serre de l'atmosphère va être modifié. En général, ça va pas dans le bon sens, quoi. Mais parce que les projets, là, j'ai pas parlé, mais bon, actuellement, ils ont Starlink, ils ont le droit à 12 000 satellites, mais ils ont demandé pour 30 000 supplémentaires. Hein. Et puis il y en a d'autres qui en demandent encore plus. Donc ça, c'est un peu les aspects opérationnels. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, j'ai mis une illustration. Alors, j'ai triché un petit peu, hein, c'est pas un Starlink. Mais voilà. Donc, pour ceux qui ils reconnaîtront une photo de la galaxie M108 d'un grand ours, là. Et puis, il y a quelque chose de brillant qui est passé à côté. Alors bon, c'était l'ISS. Hein. J'avais vu qu'elle allait passer à côté, alors je me suis amusé à déclencher au bon moment. Mais bon, ça c'est pris dans mon 400 mm. Il y a des télescopes de 8 mètres au Chili, comme le fameux Vera Rubin Observatory, ex-LSST, qui a un beau téléobjectif de 8 mètres de diamètre à 3 miroirs, dont le but évidemment c'est de cartographier le ciel jusqu'à Métude 24 avec des pauses de quelques minutes, pour détecter tout ce qui se déplace dans le ciel, des comètes, des astéroïdes, des géocroiseurs, détecter des supernovas dans les amas de galaxies, etc. Alors évidemment, c'est un bel investissement. Quand on a 8 mètres de diamètre ouvert à 2 ou je sais pas trop quoi, bah un Starlink, ça fait ça, quoi, comme traînée. Un Starlink de magnitude 6, quoi. Alors, quand il s'agit, après ça, de mesurer la magnitude d'une étoile qui est juste à côté ou même ses positions, là, c'est la plaque, elle devient inexploitable, quoi. C'est ça le problème, quand même. Ça, si vous mettez ça dans votre logiciel pour aligner automatiquement, il va dire qu'il n'est pas content, là. Bon, alors, donc on va parler un petit peu alors, où on en est pour la luminosité des Starlink. Alors, pourquoi ils sont brillants, évidemment, c'est parce qu'ils sont éclairés. Il ne faut pas non plus être catastrophique, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ils sont dans l'ombre de la Terre ici, et on ne les voit pas. Mais ils ne sont pas au ras de l'horizon, donc ils sont enfin au ras de la surface. Ils sont en gros entre 350 et 600 km d'altitude. Et quand on calcule, pour un objet qui est au zénith, quelle est la limite de hauteur du Soleil sous l'horizon pour qu'il soit éclairé, à 350 km, c'est 18,6 degrés. C'est-à-dire au crépuscule astronomique, un satellite qui a 350 km d'altitude, en gros, sur la moitié du ciel, il sera éclairé. Quand il a 600 km d'altitude, c'est à 24 degrés. C'est pour ça que je m'étais amusé à appeler le Soleil à moins 24 degrés le crépuscule Starlink. C'est-à-dire qu'il faut attendre que le Soleil soit à plus de 24 degrés sous l'horizon pour qu'au moins dans la moitié du ciel, on n'ait plus de satellite éclairé. Après ça, bon, là j'avais fait de petits calculs. Maintenant, si on regarde, pas forcément jusqu'à l'horizon, mais tous les satellites, par exemple, qui sont à plus de 30 degrés au-dessus de l'horizon. Alors en fait, là c'était une fraction, donc quand ils sont, mettons, à 600 km d'altitude, en gros, on a 0,5% de la sphère dans laquelle ils sont. Donc 0,5% de 12 000 satellites, ça fait... ça va en faire quoi? Ça en fait 600 non, ça fait 1%, non, ça en fait 60, enfin, oui, il faut faire calcul. Voilà, bon, ça vous donne le nombre de satellites à éclairer dans tout votre ciel à ce moment-là, quoi. Donc en fait, on doit arriver à peu près, alors je sais plus, dans les projets à terme, on a peut-être 600 satellites au-dessus de nous, et si on va jusqu'à, voilà, c'est ça, 600 satellites au-dessus de 0 degré de l'horizon, et puis 60 éclairés, quoi, à plus de 30 degrés, quoi. Donc pour ceux qui veulent avoir l'internet, voilà, donc là on est en un quart, donc en gros on va dire qu'on a en permanence à plus de 30 degrés au-dessus de l'horizon 15 Starlink au-dessus de nos têtes le soir. Statistiquement. Bon, quand il y a une grappe de 60 qui passe, ça en fait encore plus. Mais... Alors c'est bon pour avoir de l'internet, mais bon, pas pour observer.
Alors le principe, après ça, bon bah ça, c'est un petit peu de géométrie. Pourquoi un satellite est brillant? Alors, je dirais sur le satellite, il y a trois possibilités en gros. Soit on voit la base qui elle est dirigée vers le sol, c'est là où il y a des antennes de communication qui est éclairée. Et bien ça, elle sera toujours orientée vers le sol, donc bon, c'est presque inéluctable de le voir. Donc c'est la diffusion sur la base. Le panneau solaire, suivant son orientation, bah, soit il est pile vertical dans l'axe, donc on le voit pas, donc, mais par contre, s'il est un petit peu incliné, comme il est quand même 6 fois plus étendu, bah, ça va faire quelque chose de brillant. Et puis, il y a le cas, ce qu'on appelle la réflexion spéculaire, hein. C'est votre miroir, quand il y a le soleil, si vous prenez votre miroir, vous l'envoyez chez la voisine, elle va pas être contente parce que ça va prendre plein la figure. Bah, à 500 km d'altitude, quand on a un miroir qui fait 30 mètres carrés, qui nous renvoie la lumière au sol, vous allez voir ce que ça donne, mais on peut déjà faire le calcul. Alors bon, je vous passe les détails, mais dans le premier cas, la base, on attend une magnitude 3 à 4,5, alors suivant le pouvoir réflecteur. Le panneau solaire, s'il est orienté comme il faut, rien que par diffusion, il peut atteindre une magnitude 0 à peu près. D'ailleurs, c'est à peu près une magnitude observée, hein. Et puis bon, dans le cas d'une réflexion spéculaire, là, ce que je calculais, on peut avoir une magnitude -12, hein, quasiment la pleine lune, hein. Si observé -8, on verra. Voilà, bon, c'est calculé. Après ça, donc ces deux parties-là, il faut jouer sur l'orientation du panneau solaire, et depuis maintenant un an ou deux que les astronomes ont quand même sont fait un petit peu entendre auprès de Starlink, ils les orientent assez rapidement de manière à ce qu'ils soient pas trop brillants, donc on n'en voit plus trop comme ça. Par contre, la base, la seule manière de réduire leur luminosité, c'est ce qu'on appelle le visor SAT maintenant, c'est-à-dire qu'ils mettent des écrans sur la base pour faire ombre sur les parties brillantes pour qu'elles soient moins brillantes, quoi. En gros, c'est diminuer un peu ce qu'on appelle l'albédo, qui est le pouvoir réflecteur. Alors là, c'est des images que j'avais prises donc au télescope. Donc ça, c'était donc en mars 2020. On voit justement le panneau solaire. Donc je sais pas si vous avez l'échelle, là, 8 secondes d'arc à peu près. Donc il faisait 4 secondes d'arc, hein. Donc là, c'est de la diffusion. Et la réflexion spéculaire, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, donc là, on atteint les magnitudes. Alors là, bon, c'est saturé, hein, je peux pas mesurer, mais comparaison Vénus, exactement. Vénus et Aldébaran avec exactement le même setup, mais temps de pause, hein. Donc c'est plus brillant que Vénus. C'est vu au télescope. Et si l'animation passe à grand champ. Donc vous avez Castor et Pollux ici pour information. Hop, portion. Et là, donc un Starlink avec... là, c'était un d'une série. Alors évidemment, il faut être entre guillemets bien placé pour prendre en pleine figure, mais vous voyez donc le flash lumineux que ça produit. Donc là, on est plus brillant quasiment qu'un quartier de lune, hein. Alors là, bon, c'est un petit calcul que j'avais fait pour l'an dernier. Alors, j'ai pas refait pour les passages de cette année parce qu'il commence à y en avoir plein, non. En gros, donc, pour avoir une réflexion spéculaire, il faut que le panneau solaire soit bien orienté. Maintenant, bon, ils évitent que ça arrive. Mais pour que la base aussi soit brillante ou même quand on ait une diffusion, il faut aussi qu'il soit de préférence ou au contraire, si possible non, du bon côté. Si le soleil est ici, s'il passe du côté opposé au soleil, les satellites ils ont plus de chances d'être brillants que si c'est à contre-jour, quoi. C'est ce qui se remarque maintenant souvent, c'est que après le lancement, quand ils n'ont pas encore tout orienté, bon bah suivant le côté où ils passent, on les voit ou on les voit pas, quoi. Et là, tous les points rouges, c'était déjà il y a un an, tous les satellites Starlink étaient en orbite, donc on peut compter là. Alors là, j'avais mis un horizon à 15 degrés, donc je sais plus combien ça fait, s'il va y avoir une centaine maintenant à chaque fois qui sont visibles de Valdrome, par exemple, dont voilà, il y a une fraction non négligeable qui sont entre guillemets du côté pour être brillants et encore éclairés par le soleil. Donc voilà, vu d'une autre manière, donc voilà, donc si le soleil, là c'était pour un passage en dernier, hein, le satellite il passe là, le soleil vient de se coucher là, donc le satellite va être brillant. Donc après ça, là vous avez deux exemples d'outils pour voir les prévisions des passages de Starlink et d'autres satellites. Vous avez Evans Above et puis l'autre Celestrak, qui eux en plus parfois donc prévoient le passage des satellites avant le lancement, connaissant si Starlink a bien voulu fournir les éléments orbitaux prévisible du lancement, quoi.
Et donc voilà où on en est. Donc à l'origine, les satellites, les premiers Starlink qui étaient lancés, ils étaient visibles à l'œil nu quand ils étaient à poste. Donc là, juste la réflexion sur la base, donc les magnitudes entre 4,5 et 5,3 en gros. Après qu'ils aient installé ce système de projection d'ombre sur la base, on est passé à 6,5 quoi. Mais l'objectif quand même, c'est d'avoir des satellites plus faibles que la magnitude 7 pour pas trop saturer les détecteurs du Vera Rubin ou d'autres ou nos images à nous quoi. Donc les OneWeb, ils sont un peu plus faibles, ils sont au-delà quoi. Mais actuellement, alors voilà, on a gagné une magnitude et demie, mais il aurait fallu un peu plus quoi. Donc c'est un autre graphique. Donc là c'est sur donc présenté à une conférence il y a un an. Donc des tas de mesures sur les satellites en fonction de la distance et leur magnitude. Donc alors les OneWeb ils sont à 1200 km d'altitude, donc il y a leur distance en gros ça va être en 1200 jusqu'à plus. Bon bah comme ils sont plus hauts et plus petits évidemment, et là ils sont entre la magnitude 10 et 8, donc moins gênant mais les Starlink, évidemment, ils sont plus bas, donc on va les voir entre une distance de 400 et 1200 km. Évidemment, quand ils sont proches, bah là, ils sont pour une partie au-delà du seuil de magnitude 7, donc un peu trop brillant. Et on voit, bon, bah, la deuxième génération un peu plus sombre, elle est légèrement en dessous, tandis que la première génération était clairement plus brillante, quoi. Bon, là, c'est à peu près c'est les mêmes mesures. Alors, là ils ont converti. Alors, je pense que c'est par un modèle assez simple, par une dimension moyenne. Ils calculent en gros ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réflecteur du satellite, comme si c'était une boule qui diffusait la lumière. Et quand on dépasse 1, évidemment, là on n'est pas en configuration d'un satellite qui réfléchit plus de lumière qu'il en reçoit. C'est quand on est dans le cas des réflexions spéculaires dont je vous parle. Alors évidemment, ça va se passer là, au soleil levant, donc on a le soleil qui va se lever, le satellite qui est là, donc il va forcément soit à l'azimut du soleil, soit à l'azimut opposé. C'est pour ça qu'on a deux pics autour de l'est et de l'ouest de satellites qui sont particulièrement brillants, parce que là, on a des réflexions spéculaires. Alors là, c'est une image, je vous montre. Alors là, c'est les mêmes satellites. Donc c'était un lancement, c'était l'an dernier, je crois. Pour montrer l'animation après. Donc il y a un passage, ils étaient au côté opposé au soleil, donc on les voit tous très brillants. Et là, le côté au contraire à contre-jour, il y en a quelques-uns qui sont brillants et puis il y en a qu'on voit à peine. Alors l'animation, hop là. Donc elle vous montre, bah là c'est ceux qui étaient. Alors en fait là-dessus, on en voit qui sont brillants et il y en a qui sont très faibles ici, c'est-à-dire qu'ils ont orienté. Là, on n'a pas l'impression qu'il y en a 50, mais il y en a en fait 50 et il y en a qui sont pas mal plus faibles. Donc après ça, c'est l'orientation de panneaux solaires. Voilà. La première série était brillante et la deuxième série, on voit ils sont quand même moins brillants parce qu'ils ont orienté différemment le panneau solaire. Et maintenant, donc ils essayent rapidement, je pense, de faire en sorte qu'on les voie pas trop, quoi. Être discret. Alors, ben, les impacts prévus. Donc après ça, il y a ce qui peut être calculé. Donc là, on va pas rentrer en détail. C'était une table là qui est. Alors on va retrouver, vous voyez là-dessus, le seuil à moins 6 degrés, moins 12, moins 18, moins 24. On voit que moins 12, moins 18 degrés, là jusqu'à moins 24 même dans certains cas. Donc ça, c'était pour le Vera Rubin. Évidemment, plus on a un champ grand, plus on va être sensible évidemment à avoir des satellites. Donc parfois même jusqu'à moins 30 degrés, on peut avoir encore beaucoup de satellites qui vont. Donc là c'était le nombre d'images qui étaient inexploitables. Donc on arrivait encore à 20% quasiment des images inexploitables. Alors évidemment, quand le soleil est très loin sous l'horizon, en pleine nuit, ils sont plus éclairés. On est plus gêné. Mais... Donc ça, voilà, le projet des 12 000 satellites, Starlink, ça nous donnera ça, quoi. Donc on peut reprendre la France, on regarde un halo, un cercle qui correspond au satellite à plus de 30 degrés au-dessus de l'horizon et on va en trouver 60 en permanence qui vont se répartir un peu de cette manière, c'est-à-dire que là il y a les différentes couches. Donc je crois qu'en vert, c'est ceux qui sont à 50 km, 50 degrés, 53 degrés d'inclinaison. En rouge, à 70 degrés, donc on voit que ça monte un peu plus haut. Et en violet, ceux qui sont en orbite polaire. Et quand on fait la somme de tout, vous voyez qu'on a ces pics vers 40-50 degrés de latitude, sud et nord.
Alors évidemment, il y a un intérêt commercial, c'est que bon, la plupart des clients, ils vont être à ces latitudes-là. Et puis donc c'est lié aux orbites et c'est ça qui fait que, bah voilà, comme je vous disais, on va avoir jusqu'à 600. Alors si on prend l'horizon 0 degré, 600 satellites au-dessus de l'horizon Starlink depuis nos latitudes en plus. C'est-à-dire que voilà, tout à l'heure c'était 600, c'est en moyenne. Alors là, je sais plus jusqu'à quelle hauteur au-dessus de l'horizon ils ont calculé, mais bon ben. Certaines latitudes sont un peu plus favorisées parce qu'ils passent moins longtemps vu leur trajectoire, quoi. Bon, ça c'est pareil. Bon, c'est un peu toujours. Là, c'est en fonction de l'heure. Vous voyez, donc le nombre de satellites visibles, évidemment, ça, en plein milieu de nuit, il y en a 0, mais en début de nuit, c'est. Alors évidemment, il y en a qui font des images. Si vous faites une image d'une galaxie qui est à l'opposition, donc qui est vraiment la partie la plus nord du ciel, vous serez jamais gêné. Si vous observez une comète qui est à 30 degrés du Soleil, vous serez tout le temps gêné parce qu'elle sera toujours dans une zone où les satellites seront éclairés, quoi. Donc, Les pourcentages, là, ils dépendent du nombre de satellites. oui, alors alors là-dessus, bah, donc ça c'est simplement la magnitude, mais tout à l'heure, ouais, les pourcentages, ouais. Quand on dit avec 45% de nuisance au niveau de l'observation du satellite. Oui, donc ça c'était, je pense que c'était à base de 12 000, des 12 000 Starlink. Oui. Donc ça voilà, donc là c'est en fonction des altitudes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, à 350 km d'altitude au zénith, je dirais en gros une heure après le coucher du soleil, on les voit plus. À 550 km, bah ça va être plus longtemps. Là, on va avoir 3 heures après le coucher du soleil. Enfin, je sais plus. Enfin, en gros, là, la durée du crépuscule, voilà. Donc crépuscule satellitaire, voilà, j'avais calculé. En gros, voilà. Donc quand on est à la période estivale. Où est-ce que c'est voilà, entre 15 mai et 28 juillet, ils sont tout le temps éclairés ici, parce que le soleil est jamais à 24 degrés sous l'horizon. Autour du 21 avril ou 21 août, donc là, ils sont éclairés pendant 3 heures et en hiver 2h30, quoi. Ça, c'est pour les Starlink. Et puis donc ensuite, voilà, donc les OneWeb, par exemple, qui sont à 1200 km d'altitude, bah, ils sont pratiquement tout le temps éclairés. C'est pour ça que la magnitude tombe pas à des valeurs infinies. Mais bon, ils sont plus faibles aussi, enfin, en moyenne, quoi, ou surtout aux périodes de crépuscule, quoi. Enfin bon, on peut faire des tas de calculs de simulation. Un petit mot rapidement sur le fait que, heureusement pour nous, ils n'ont pas encore décidé de faire des communications laser, même s'il y a des tests de communication laser. Mais si jamais un jour ils avaient la mauvaise idée de plutôt que de communiquer en ondes radio, mais avec des lasers parce que parfois on a plus de débit. Vous imaginez avoir 600 satellites au-dessus de votre tête qui tirent au laser dans tous les sens. Et bon, bah c'est ce qui se passe en radio en gros. Et en plus en radio, là bon, il n'y a pas de problème de réfléchir à la lumière du soleil. Les satellites, ils sont visibles 24 heures sur 24 quand ils sont au-dessus de l'horizon. Et ils sont visibles comme des émetteurs assez puissants, donc qui vont utiliser des bandes. Donc la bande K ici, les bandes K qui sont quand même proches des bandes utilisées par des installations. Vous avez ici Noema, Alma ou l'IRAM qui sont Noema qui est dans le dévolu à côté, qui commence à utiliser des fréquences qui sont très proches des bandes Ka. Vous avez le VLA ou d'autres réseaux comme le VLA étendu, tout ça qui vont tomber en plein dedans. Donc là c'est un autre exemple. On va commencer à être franchement gêné. Alors, je vais dire pourquoi. Là, c'est un autre exemple. C'est un radiotélescope en Espagne. Donc là, c'est un spectre qu'il a pris d'un nuage moléculaire. Donc, entre 31 et 50 GHz en haut, puis en bas, c'est entre 43 et... ouais, en fait, c'est un zoom, là. Donc, en fait, il y a deux bandes. Il y a la bande 31 à 50 GHz et puis une bande 72-90 GHz. Qui est observable, qui est intéressante en radio, aussi autour de 23 GHz. Et les bandes K, vous la bande K, 18-27 GHz, ça tombe pile sur cette fréquence pour l'ammoniac. Et puis ensuite, la bande KA et la bande V aussi qui amputent sur ces bandes-là. Donc, tant que le satellite n'envoie pas son faisceau vers le radiotélescope, ça peut aller. Donc, mais par contre, si jamais le radiotélescope il prend la porteuse du satellite en pleine figure, là ça peut être problématique. C'est-à-dire quand le satellite est un petit peu hors champ mais pas trop loin, ça peut faire un gros parasite, une raie qui va
hop, décoller au plafond. Mais les puissances sont telles que dans le pire des cas, si c'est vraiment le satellite, on risque de griller un peu les récepteurs, quoi. Et donc, il y aura tout le télescope de l'IRAM. À une époque, il y avait un satellite de sondage atmosphérique des nuages qui s'appelait CloudSat. Lorsqu'il passait au-dessus du radiotélescope, on arrêtait les observations. Avec le risque, si on récupère le faisceau, d'endommager les récepteurs. C'est un petit peu comme si vous avez le soleil qui passe dans votre champ. Si vous observez Vénus en plein jour, ça va. S'il y a le soleil qui passe dans le champ, alors je dis pas pour l'œil, mais même pour la caméra, c'est pas très bon, quoi. Alors là, je vais vous montrer quelques images. Alors, juste par curiosité, alors ça, je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça. Ça, c'est ce qu'on voit 2 heures après le lancement. C'est-à-dire que Starlink, ils lancent souvent leurs satellites, ceux qui sont inclinés à 53 degrés, vers l'Europe, direction nord-ouest, nord-est. Évidemment, on lance toujours vers l'est parce que d'un point de vue énergie, c'est plus intéressant. Pour être sur une orbite inclinée à 53 degrés, ça fait que juste à 20 minutes après le lancement, l'étage avec les satellites passe au-dessus de nous. Et 1h30 après, il repasse au-dessus de nous, quoi. Alors, au début, il passe au nord de la France, ensuite sur le sud. Et voilà ce qu'on pouvait observer 2 fois. Donc là, ça c'était 21 avril et puis même moins d'un mois après pour un autre lancement. Vous avez la grappe de satellites ici, là, qui passe. Et le deuxième étage, dont ils allument, je crois, les fusées pour en fait le désorbiter. Donc ça vous fait un joli nuage comme une comète qui se déplace à grande vitesse dans le ciel. Qu'est-ce que c'est le fantôme qui a devant la lumière de gaz? Tout ça, c'est du gaz qui a été éjecté par la fusée qui est éclairée par le soleil. Donc je sais pas exactement ce qu'ils font, en tout cas je crois que c'est parce qu'ils rallument les moteurs pour que le deuxième étage, il reste pas en orbite mais il retombe, quoi. Ou il manœuvre, enfin bon. Donc ça c'est juste après le lancement. Là c'était un jour après, en gros. Donc on voit la grappe des 60 satellites. Donc là c'est pris avec un 135 mm, donc c'est étalé sur une dizaine de degrés. Hein. Donc c'est un peu ce qu'on a pu voir la semaine dernière. Alors là c'était encore des époques où ils étaient bien éclairés, là c'était en mai 2021. Bon, c'était un passage au sud, le soleil était au nord-ouest, donc c'était. Et puis bon, quelquefois d'ailleurs on voit il y a des petits trucs brillants qui traînent derrière, c'est que bon, ils lancent ces satellites, mais les satellites il faut qu'il y ait un système qui les accroche à la fusée, etc. Donc là je sais pas si on voit, vous verrez il y a un truc qui clignote là, qui se balade. Hein. C'est probablement un des bras qui sert à maintenir les satellites. Évidemment, ça, c'est des débris qui sont non maîtrisés. C'est-à-dire qu'on lance 60 satellites, mais il y a 3-4 débris qui sont lancés en même temps à chaque satellite, à chaque lancement, et qui vont traîner en orbite autour de la Terre, quoi. Donc là, c'est 2 jours après. Donc voilà, bon là, j'ai accéléré, mais là, c'est Altaïr, là. Donc là, c'est un lancement, donc c'est un peu plus ancien, c'était donc en mois de mai l'an dernier. Ils étaient tout ce qu'il fallait pour être brillants, donc typiquement, là, ils sont entre magnitude 0 et 1, quoi, donc c'est bien visible. Et bon, là, c'est les photos que j'ai fait à Versailles, hein, donc c'est pas le ciel de Val-d'Rôme, hein, donc vous imaginez si on fait la même ici, on voit un fond de Voie lactée et puis le satellite qui est encore plus brillant. Quoi. Là, c'est un ciel médiocre de région parisienne, 3 jours après le lancement. Voilà, alors là j'ai pris carrément, enfin là vous voyez la météo elle n'est pas géniale. Vous avez le signe ici, Vega, la lyre. Et donc voilà, quand les panneaux solaires sont pas orientés comme il faut, vous avez une traînée de 60 satellites de magnitude 0 à peu près, aussi brillants que Vega qui traverse le ciel. Quoi. C'est des nuages qu'on voit au fond. Et le reste c'est du nuage, ouais. Ça fait une belle voie lactée sinon pour la région parisienne. Oui, non mais voilà, donc c'est un ciel, non seulement c'est un ciel de région parisienne, mais en plus il est mauvais, mais il y a des nuages. Ça n'empêche pas de voir les satellites. Hein. Je vous dis, en gros, quand ils passent, c'est la moitié des étoiles les plus brillantes que vous avez dans le ciel, si ce n'est pas plus que la moitié. Hein. Et alors là, qu'est-ce que j'ai mis ça, c'est... Bon là j'ai un petit peu accéléré pour s'amuser, donc là c'est voilà, un autre lancement. Vous avez pareil, donc là vous avez la grande ours, hein, que vous reconnaissez bien,
et les satellites. Puis bon, au passage, à la fin, on en voit un autre qui alors il y a probablement aussi, entre guillemets, des profiteurs, parce qu'il y a plein de satellites qui sont lancés par Grappe et tout ça, des Chinois, qui profitent du fait que Starlink attire à lui un peu toutes les médisances des astronomes. Et pendant ce temps-là, il y a un autre qui se prive pas de lancer beaucoup de satellites, peut-être les Chinois. Donc, il n'y a pas que les Starlink, mais... Et puis, donc voilà, j'ai réussi aussi à prendre des images des OneWeb, mais c'est plus difficile, les OneWeb, comme ils sont... Donc, on en voit passer un là, un OneWeb, donc ils vont passer dans le bas du champ. Donc là, c'est pris au 135 mm et... Bon, ils sont quand même plus discrets et il faut les chercher pour arriver à les voir. Hein. Donc, il doit y en avoir 4 qui passent, mais comme c'est un peu à la limite... Alors, il y a un satellite qui passe là, bah, ça, c'est pas un OneWeb. L'autre OneWeb, il est là, le suivant. Donc, ils sont sur la même orbite, donc on les voit passer les uns après les autres. Et je crois d'ailleurs que j'ai pris des vidéos comme ça. Les 2 satellites brillants qu'on voit dans la vidéo, en fait, c'est des Starlink. Et les satellites plus faibles, c'est les OneWeb. Donc, je sais pas si c'est... Voilà, un autre OneWeb ici. Hop là. Et il doit y avoir un 4e vers la fin de la vidéo. Là, c'est un Starlink, je crois, celui-là. Comme l'autre tout à l'heure. Je sais pas si dans le nom j'avais... Alors là, bon, peut-être ces deux-là, c'est les Starlink et l'autre. Le dernier OneWeb est là. Donc j'avais dû mettre là-dessus, OneWeb, j'ai le numéro et... Je sais plus, j'ai noté quelque part les... Donc en gros, il faut les chercher, mais... Ça c'est des poses de... C'est pris au 135 mm et les poses individuelles, c'est... en vidéo, c'est au maximum un quart de seconde. Donc évidemment, quand vous faites des pauses de 30 secondes, c'est autre chose, quoi. Alors les nuisances... alors, là, j'ai fait une mise à jour avec les derniers... avec tous les lancements. Ça, en bleu, c'est le nombre de Starlink effectifs en orbite autour de nous. Donc on voit de temps en temps, ils sont actifs pour le lancement. Puis là, l'été dernier, en fait, ils ont été assez calmes. Ils n'ont pas lancé beaucoup de satellites pendant l'été. Puis après ça, là, depuis, ils ont repris un rythme important. On voit qu'il y a une petite marche ici. Là, c'est le lancement un peu raté. Tous ceux qui sont retombés dans l'atmosphère ici, juste 2 jours après le lancement. Donc en bleu, c'est ceux qui sont en orbite. Et puis en rouge, c'est ceux qui sont retombés, quoi. Et alors, bon, là j'ai pas complètement finalisé l'étude, mais il y a des statistiques qui ont été faites avec le nombre de traînées Starlink sur des images prises par le ZTF, c'est Zwicky Transient Facility. En fait, c'est l'ex-Schmidt du Palomar qui prennent des photos du ciel en permanence. Donc, en 2019, avant les Starlink, c'était 0,5%. En 2021, c'est 18%. Une pause sur 5 et une traînée. Moi, j'avais regardé sur des photos. Alors, c'était pas forcément très représentatif parce que, bon, j'ai pris sur les photos de comètes qui sont mises sur la base de données de comètes là, qui est gérée par la commission. En 2020, j'avais trouvé, pour la période du mois de juillet, 11% des images sur lesquelles il y avait traîné et 18% en 2021. C'était le même chiffre que Starlink, que ZTF. En 2022, là, j'ai commencé à 19%, mais là, il faudrait être... Là, c'est biaisé probablement parce que il y en a qui font beaucoup de photos depuis aussi le Chili. Et leur proportion dans les images en juillet 2022 est plus importante qu'en 2021. C'est-à-dire que eux, au mois de juillet, là-bas, c'est l'hiver, donc il y a beaucoup moins de satellites éclairés. Donc, ils vont biaiser un petit peu par rapport aux photos prises de l'hémisphère nord où il y a plus de photos. Puis ça dépend aussi un peu des comètes. Mais ça donne un ordre de grandeur et probablement que 19% un peu sous-estimé. Mais en gros, maintenant, on arrive quasiment à entre un cinquième et un tiers des images pas très posées, posées quelques minutes, où on a une traînée satellite. Hein. Et à 10 000, c'est 50%, quoi. Pardon? À 10 000 Starlink, ça Eh ben voilà, donc là, on en est à 2600. Quand on sera, en gros, 5 fois plus, parce que la constellation sera complète, 5 fois 20%, 100%. C'est-à-dire que quand ils auront leurs 12 000 satellites, en gros, toutes les images que vous ferez, posées quelques minutes, vous aurez une traînée. Alors là, voilà, ça c'était... Je m'étais amusé là. Voilà, donc quand on cadre sur le passage de satellites de Starlink qui viennent d'avoir lieu, donc au télescope, là c'est des pauses, je suis moins d'un quart de seconde, là je suis à peut-être un 30e de seconde. Alors il y a quelques étoiles que vous voyez, mais l'essentiel, donc c'est les Starlink qui viennent d'être lancés.
Alors là, évidemment, là c'est un petit film avec des pauses courtes. Si vous faites une pause, le film il dure, ça dure 1 minute. Si vous faites une pause de 1 minute, bah, vous avez les 60 traînées de ce que vous voyez passer là, quoi. Bon, après ça, évidemment, quand on les cherche, on les trouve. Et puis, quand on les cherche pas, on en trouve parfois, hein. Donc on se met 2020, moi je fais une photo de la comète. Et là, c'était des séries de 3 secondes de pause. Bah, j'ai eu 3 pauses consécutives sur lesquelles il y avait... bon, là, je crois que c'était un satellite, quoi, mais brillant. Mais Nicolas, si on fait une addition en arrive médiane, est-ce que... Voilà, bah, après ça, évidemment, on va faire une médiane pour les éliminer. Ensuite, bon, bah, là, bon, ça, c'est des images qui sont qualité moyenne, ce qui est fait. Donc, ça, c'était fait à Valdrome en 2020. Donc, là, c'est 3 satellites différents, si vous voulez. Donc, c'est probablement 3 Starlink. On voit que les trajectoires sont différentes. La précédente, c'était 3 fois le même, mais là, c'est 3 différents. Donc, là, on était sur un... Après ça, il faut avoir la possibilité de faire une médiane, quoi. Mais évidemment, ça va aller si tu veux éliminer tes Starlink. Si ta comète elle s'est déplacée, ou tu cherches un astéroïde, tu risques de l'éliminer aussi, dans la médiane. Je sais que dans Astrometrica, il y a l'option médiane, mais personne ne l'utilise. Oui. Bah, c'est ton satellite. Sur une même série, Pardon? il faudrait sur une même série de pauses où il y a des satellites de faire une addition Ouais. moyenne, comme tout le monde le fait, Hmm. médiane. Ouais. Alors tu vois, bon là la comète elle s'est pas trop déplacée sur la, je sais plus combien j'ai mis de pauses, c'est plus, bon il y a peut-être 10 pauses d'une seconde, donc on voit qu'elle est ponctuelle parce que là moi je fais des pauses courtes et ça me pause courte, la comète s'est pas beaucoup déplacée, donc là la médiane ça marcherait, mais si ta comète elle s'est déplacée, donc ça va être problématique quoi. Là c'est un exemple pris l'été dernier, donc je cherchais la petite comète Léonard, alors justement elle est pas très brillante, je sais même pas si on la voit bien sur l'image là. Je crois qu'il faut que j'additionne pas mal de pauses, mais étant proche du Soleil, on va pointer dans la région où les satellites sont éclairés. Donc on voit là, donc en l'espace de quasiment 1 ou 2 minutes d'observation, le nombre de satellites qui défilent. Ce soir, si ça vous amuse, hein, vous pointez quelque chose vers à 20 degrés au-dessus de l'horizon, par exemple dans la Vierge ou en dessous de la Grande Ourse, vous verrez que ça n'arrête pas de passer. Là, c'est un autre amateur là, qui a posté cette image sur AstroSurf, la comète Pan-STARRS, ce qu'on voit le soir. Donc là, il y a 18 pauses de 3 minutes et donc il n'a pas fait de médiane, mais la comète, on voit qu'elle se déplace en même temps. Donc là c'est les pauses individuelles qu'il a mis en film. Donc bon, si on veut faire l'animation, là, il y a... Bon, à part faire un traitement particulier pour enlever la traînée sur chaque image, voilà, donc... on voit voilà, les satellites qui passent. Et actuellement, si vous l'observez, Pan-STARRS en début de nuit, vers 23h, entre 23h et 23h30, on voit très souvent des tas de satellites. Hein. Moi, il y a un soir, je regardais aux jumelles, j'avais 3 satellites dans le champ des jumelles qui étaient autour de la comète. La comète au centre, il y en a un qui montait comme ça, un qui allait comme ça, un autre comme ça, quoi. Bon, ça, c'était Christophe Lehenaf qui a fait, après un lancement de satellite, il avait, bon après ça il les a combinés, mais il a pris des images, vous voyez la constellation de la Lyre et donc les traînées des 60 Starlink 3 jours après leur lancement. Alors évidemment là il a fait la somme et puis parfois bon pour les renforcer il aurait fait une médiane, il les aurait peut-être éliminés, mais pas évident parce que là comme ils sont serrés et s'ils placent les uns sur les autres la médiane il va rester quelque chose quoi. Là c'est un autre amateur qui a fait une image et là c'était involontaire. Donc il voulait photographier l'amas de la chevelure de Bérénice. Et puis il a eu une ou deux de ses pauses. Bah, c'était au moment où il y avait, comme c'est des pauses assez longues, hein, peut-être de 10 minutes, pauses individuelles. Donc là c'est des images brutes, on voit le flat n'a pas été fait. Bah, toute la série des Starlink série L22 qui sont passés dans le champ pendant sa pause de 10 minutes. Hein. Alors là on voit que bon bah c'était pourtant c'était l'an dernier, mais là c'est des traînées, c'est pas des satellites brillants. Hein, là, ils sont peut-être la magnitude 6, 7. Je crois qu'ils avaient vu aux jumelles, mais on les voyait pas à l'œil nu, quoi. Bon, là, c'est des images que j'avais fait, bon, l'an dernier. Voilà, on fait des pauses M57. Hop, il y a un satellite qui passe. M64, un autre satellite qui passe.
Vous avez certainement plein d'exemples comme ça. Et puis pour finir, ça c'était une petite animation que j'avais fait grand champ. Alors j'avais un petit peu corrigé le flat et voilà. Donc ça c'était donc au mois de juin l'an dernier, mais sur un grand champ pris au 24 mm, vous voyez des satellites. On peut en compter en moyenne 5 ou 6 satellites à chaque fois qui traversent le champ. Et il y a certainement des Starlink, mais pas que des Starlink, quoi. Et ça, c'est avec 3000 Starlink. Quand il y aura 12 000 Starlink, plus les 4000 Kuiper, plus les 12 000 chinois, et encore, il y a plein d'autres projets, bah, vous multipliez par 10, et c'est pas 5 satellites que vous voyez, c'est 50. C'est l'autoroute, c'est l'écart. C'est le périph' à l'heure de pointe, quoi. Comme une intelligence artificielle pour corriger tout ça. Bah, après ça devient compliqué, hein, voilà. Donc, moi, j'ai mis quelques-unes de ces vidéos sur mon site web, si vous voulez les voir, hein, et les récupérer pour vous montrer à quoi ça ressemble pour ceux qui n'ont pas eu la malchance, je dirais, d'en voir passer dans le ciel. Mais voilà, je dirais, ce qui nous attend un peu pour la suite. Après ça, j'ai mis quelques-uns des chiffres officiels de Starlink. Voilà, donc vous voyez que bon, s'ils arrivent à 1 million de clients, ça sera bien, mais est-ce que ça va être rentable pour eux? Il faut 2 milliards pour lancer 3000 satellites par an, là, ou 2004. Oui. Donc il faut des clients, on remarque 2 milliards. C'est pour ça qu'ils vendent à 2500 euros ou 2500 dollars la station de réception pour avoir un débit correct, quoi. Mais c'est pas encore le débit que vous avez si vous avez la possibilité chez vous d'être relié par la fibre, tout ça. Donc nous, petits astronomes, on a du mal à gérer, professionnels ou amateurs, à lutter. Tu dis 2 milliards. Bon, C'est pas le coût des satellites. ouais, hors coût des satellites. Hein. Le coût des satellites. C'est 1 million par satellite, tu en veux 12 000, ça fait 12 milliards de plus. Donc, tu as un budget qui va être comparable au James Webb, quoi. Donc, rien que pour la constellation Starlink. Ça a l'air aberrant. Et s'ils revendiquent 1 million d'utilisateurs, il n'y a pas 1 million d'utilisateurs du James Webb, malheureusement. Donc, on a du mal à faire le poids, quoi. La seule chose, c'est espérer, voilà, c'est ne pas tomber, je dirais, mettre la main dans l'engrenage de la facilité de l'Internet partout. C'est pour ça que je disais au début, Internet ou l'astronomie, il faut choisir, parce que si on se dit, ouais, c'est super, à Valdrome, on aura une station de réception Starlink, comme ça, on pourra avoir un Internet bon débit, pas haut débit. Bah oui, mais on aura tous les satellites au-dessus et ça sera même plus la peine d'aller à Valdrome pour pouvoir observer. Mais est-ce que c'est pas un pari qui est fait sur l'utilisation des véhicules autonomes Après ça, oui, il y a encore d'autres applications certainement pour eux, mais si chacun a sa voiture autonome, oui. pilote, il va faire Mais après ça, on va se poser la question. Bon, parce que évidemment, tous ces projets, ça prend un petit peu de retard. On voit que Kuiper, il compte sur 3 lanceurs dont on n'a encore jamais vu moindre tir. que c'est combien l'abonnement Starlink par mois là, pour les particuliers? Bah, je sais plus. Enfin, j'ai peut-être inversé. C'était dans les 100 dollars. Et ça, c'est la version Bas débit. bas débit, quoi. Je sais plus. Il y a une version en gros professionnelle avec un plus haut débit où c'était plus cher. Voilà, pardon, je sais pas si c'était là. C'était 500 dollars par mois pour avoir un débit 3 fois plus important, quoi. Non, enfin c'est 100 dollars, 100, une centaine d'euros pour un particulier. Voilà, par mois, plus la station, votre box, ça coûte pas 600 dollars, hein, enfin, quelquefois. Parce qu'actuellement, ça coûte cher hein, la réception par satellite d'Internet. Oui, Sur les fixes. Là, oui, alors maintenant, c'est les satellites aussi, probablement en orbite, les Astra, tout comme ça, il peut y avoir si c'est des géostationnaires, évidemment, là, ils vendent ça avec une latence faible aussi. Oui, alors que là, la latence est très grande quand on est sur un satellite fixe. Oui, après ça, j'ai pas mis, je sais plus, j'avais, peut-être que c'est sur leur site web, ils me présentaient des comparaisons par rapport à ce qui existe actuellement. C'est la latence qui est 10 fois plus importante parce que. Parce que moi, je suis à la campagne et si on veut Internet, les voisins, ils ont installé une antenne satellite. Oui.
Ah oui, non, mais c'est sûr que là, évidemment. Le problème, c'est que, évidemment, ceux qui sont le fermier américain au fin fond du Kansas, dans sa propriété de 10 000 hectares, bah, il n'a pas forcément la fibre qui arrive jusqu'à chez lui, mais est-ce qu'il va arriver à beaucoup de clients comme ça? C'est-à-dire, aussi, Il y a quand même 9 milliards de clients potentiels, enfin, oui, mais ça dans c'est. le monde, donc il suffit d'une petite proportion pour avoir pas mal de clients. Hein. Oui, mais en gros, sur ces 9 milliards, il faut que tu enlèves tous les citadins, parce que les citadins, ils auront facilement quelque chose de. Enfin, pour la plupart des villes, des grandes villes, surtout maintenant, même en Chine, tu as des grandes mégalopoles où là, l'Internet, il va. Donc, Partout en Chine, tu reçois partout. oui. Il va y avoir des concurrents. Pardon? Bah, je sais pas, il y a 32 marchés, je sais plus, il y a 32 pays, hein, je crois que, bah, en France, et après ça, il y a deux choses, il faut aussi qu'il y ait des stations importantes, alors je sais plus si c'est des stations relais pour monter le signal vers voilà, Internet, c'est pas que entre les satellites, il y a un moment, bon, bah, au sol, si c'est près des, donc en France, il y a eu des histoires avec, bah, des villages aussi qui sont opposés à ce que Starlink installe leurs antennes et trucs comme ça dans le village pour faire une station de réception enfin, ou d'émission, quoi. Mais finalement, alors je sais plus, ça a été d'abord l'autorisation a été validée par le Conseil d'État, puis en plus ça a été revalidé après ça. Donc en principe en France, donc maintenant on peut avoir Starlink si on veut. D'ailleurs, vous allez sur leur site web, ils font la traduction automatique en français. Hein. Donc il y a une trentaine de pays. Après ça, là-dessus, il y a aussi l'option Starlink mobile. Je sais plus, c'est pas beaucoup plus cher, mais ça, ils revendiquent ça pour l'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont leur antenne qu'ils installent sur un camion et comme ça, ils peuvent recevoir Internet partout. Alors évidemment, mais on ne souhaite pas à tout le monde d'être en guerre pour pouvoir profiter d'Internet uniquement par satellite, quoi. Après ça, voilà, bon bah à la campagne. Après ça, bon, quand on choisit d'être à la campagne, il faut choisir aussi d'être loin des villes et puis. Ah, ben, à l'heure actuelle, vivre sans Internet, ça confine la mission impossible. Oui. Parce que maintenant, on donne à Internet aussi je dirais, la nécessité pour beaucoup de choses. Enfin, maintenant, on est obligé de faire ses déclarations d'impôts par Internet et tout ça. Bon. Il y en a qui poussent à la consommation volontairement ou involontairement. Hein, ça. Il n'y a pas des logiciels qui permettent de corriger, justement, de faire de la retouche automatique de dégâts. Bon, bah, ça va sûrement exister, ça. C'est plutôt là la solution. Oui, non, mais ce qu'on disait, c'est que quand on somme des images, on peut faire une médiane. Une médiane, ça veut dire que on va prendre sur chaque pixel le niveau moyen de luminosité. Donc, si de temps en temps, il y a un truc très brillant qui est passé sur le pixel, mais juste sur une image, il va être éliminé. Ouais. Mais lorsqu'on a un objet qui se déplace ou qu'on fait peu de pauses, les gros télescopes, là, ils font pas de médiane. Hein. Le Vera Rubin, il fait 3 pauses éventuellement pour 3 couleurs dans un champ, puis il passe au champ suivant. Donc, il ne va pas s'amuser à faire... Quand on fait une belle image de galaxie, bah, c'est facile de faire une médiane. On va faire 50 pauses du même champ. Et ce qui nous intéresse, c'est la galaxie qui n'a pas bougé, qui sera toujours là dans 1 million d'années. Donc, on fait une médiane et on élimine tout ce qui bouge, y compris alors les satellites. Et éventuellement aussi, on peut éliminer des astéroïdes au passage. Bon. Ou voilà. Mais quand on fait des astéroïdes, des comètes, des objets qui se déplacent, ça devient plus compliqué, quoi. Parce que si la comète elle se déplace sur la médiane, on risque... Mais les astéroïdes ou la comète, ils ont le même signal que les Starlink. Non, mais c'est des objets qui vont se déplacer. Ils vont se déplacer par rapport aux étoiles. C'est-à-dire que les images, avant de faire la somme ou la médiane, on va les recentrer éventuellement. Ou alors soit on a un suivi parfait, soit on les recale. Mais on va les recaler sur le fond stellaire, et puis mais les satellites, l'astéroïde, il va se déplacer. Donc quand on va faire la médiane au niveau de l'astéroïde, il sera sur les pixels une partie du temps. S'il est, mettons, qu'un tiers du temps, ben, la valeur moyenne, ça va être 0. Et donc on va faire disparaître l'astéroïde. Faire des médianes locales. Ah oui, après ça, bon, bah, les logiciels peuvent être intelligents. Les logiciels qui À mon avis, c'est Oui. le métier d'analyste. Bon, après ça, moi je suis pas un programmateur informatique, mais tu peux faire des médianes
où tu autorises, je dirais, un pixel à être illuminé un tiers du temps, par exemple. Tandis que le satellite, ça va être qu'une seule image, quoi. Donc il faut faire une, voilà, en gros une médiane avec des seuils de réjection, voilà, où tu fais une somme, où voilà, il y a des moyens de faire une somme où tu éjectes des valeurs aberrantes, mais le problème c'est que après ça, quand on a quelque chose de très lumineux, ça devient plus compliqué Parce que si on ça sature. capture tous les pixels voisins. Bah voilà. Voilà, bon, on est passé, je dirais, de l'argentique, où là on luttait contre les rayures au numérique, mais on a à nouveau nos rayures. Et puis bon, maintenant on range ça un petit peu dans les problèmes aussi de pollution lumineuse. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est une pollution qui concerne tout le monde, quoi. Y compris les grands observatoires professionnels. Donc, quelquefois les professionnels, ils disent, il n'y a pas de lampadaire à l'ELT ou au VLT, donc on s'en fout s'il y a un lampadaire dans la rue du voisin, quoi, quand on est en France. Mais par contre, les Starlink, ils les ont autant que nous, quoi. Voilà, s'il y a d'autres questions. Sinon, bah, on va avoir le temps d'aller à l'apéro. Les effacer, Pardon? si on veut les effacer, Bah, je disais, pour avoir un cliché. bah, après ça, on peut les effacer à la main pour ceux qui ont la patience, mais sinon, voilà, c'est faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'une médiane, ou alors je sais plus si c'est du sigma clipping, il y a plusieurs options qui permettent d'exclure quelque chose qui est brillant que sur une image, quoi, en gros. Ouais, donc ça, c'est bon. Merci. Merci.